Je m'appelle Ben, j'ai 35 ans, et pendant 12 ans, j'étais convaincu que mon mariage était solide, que ma femme était fidèle. C'était le mensonge fondamental dans lequel je vivais. Tout s'est brisé mardi dernier. Alors que je réparais ma voiture, j'ai entendu une porte claquer. Ma voisine, Madame Gable, s'est penchée par-dessus la clôture. Ben, votre femme, Sarah, je viens de la voir au vieux motel avec un autre homme. Son ton désinvolte a tout changé en un instant. Était-ce vrai? Des retraits d'argent, un texto sur le téléphone de Sarah, j'ai hâte de partir en voyage, et des messages intimes sur son deuxième téléphone caché. 12 ans anéantis en 20 minutes. Sarah était dans la cuisine, fredonnant doucement, polissant son alliance, inconsciente du tremblement de terre qui secouait maintenant mon monde. Avant de vous raconter la suite, prenez un moment pour liker et vous abonner, mais seulement si cette histoire résonne en vous, et laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. La clé a glissé de mes doigts graisseux au moment où j'ai entendu la porte d'entrée claquer. Dessous mon vieux pick-up Ford, je pouvais voir les talons aiguilles de Zara claquer sur le sol en béton du garage en direction de sa BMW. La radio crépitait avec les commentaires d'un match de boxe de fin de soirée, mais tout ce sur quoi je pouvais me concentrer, c'était le bruit de son moteur qui démarrait. Je suis sorti de sous le camion en roulant, m'essuyant les mains sur un vieux chiffon. À travers la fenêtre du garage, j'ai regardé ma femme depuis 15 ans ajuster son rétroviseur, vérifiant son maquillage une dernière fois. Elle était éblouissante. Une robe noire qui coûtait probablement plus que ce que la plupart des gens gagnent en une semaine. Les cheveux parfaitement coiffés, les lèvres peintes de cette nuance de rouge dangereuse qu'elle réservait aux grandes occasions. Le problème, c'est que je n'étais pas invité à cette grande occasion. Tu sors encore, lui avais-je demandé plus tôt, bien que nous sachions tous les deux que ce n'était pas vraiment une question. Ça s'appelle avoir une vie sociale, tannée, avait-elle répondu, sans lever les yeux de son téléphone. Peut-être que tu devrais essayer un jour, au lieu de te cacher dans ce garage comme un ermite. Je m'appelle Tanné, je mens et je gagne ma vie en réparant des choses. Pas seulement des voitures, même si c'est comme ça que j'ai commencé. Mais tout ce qui est mécanique, électrique ou cassé. Je dirige une petite entreprise de réparation dans un parc industriel du mauvais côté de la ville. C'est un travail honnête, assez rentable, mais apparemment pas assez glamour pour ma femme. Zara travaille chez Hartwell et Associés, le cabinet d'avocats le plus prestigieux de la ville. Elle est devenue associée l'année dernière, et depuis, nos conversations sont devenues plus courtes, ses soirées plus longues, et sa patience avec mon mode de vie de col bleu pratiquement inexistante. J'ai attrapé mon téléphone pour vérifier l'heure, 23h47. Une notification du compte joint est apparue alors que je le rangeais. Une autre dépense aux Palisades, cette boîte de nuit chic du centre-ville où les boissons coûtent plus que mon budget déjeuner pour une semaine. C'était la 4e fois ce mois-ci. La porte du garage était encore ouverte, et je pouvais entendre sa voiture disparaître au bout de notre rue. Notre quartier n'avait rien d'exceptionnel. Des maisons modestes, des familles de travailleurs, le genre d'endroit où les gens s'occupent de leurs affaires, à moins que vous ne leur donniez une raison de ne pas le faire. Zara leur avait donné beaucoup de raisons ces derniers temps. Je suis retourné dans la maison, prenant une bière dans le frigo. La cuisine était impeccable. L'œuvre de Zara. Elle ne supportait pas le désordre, ironique vu le chaos qu'elle créait dans notre mariage. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai ouvert son iPad, qu'elle avait laissé en charge. Ses messages textes étaient encore ouverts. Je n'aurais pas dû regarder. Mais quand votre femme commence à vous traiter comme un inconvénient dans votre propre maison, la curiosité devient un instinct de survie. Le fil de conversation avec un certain Begdé m'a noué l'estomac. Pas à cause de ce qu'il disait, bien que les sous-entendus aguicheurs fussent évidents, mais à cause de l'aisance qu'ils semblaient avoir l'un avec l'autre, comme s'ils se parlaient de cette façon depuis un moment. Hâte de te voir ce soir, lisait-on dans son dernier message. La section VIP est prête. Sa réponse, parfait. Thé est dans son garage, comme d'habitude. Il ne remarquera même pas que je suis parti. J'ai posé l'iPad et j'ai bu une longue gorgée de ma bière. La maison semblait différente maintenant, comme si je la voyais pour la première fois. Les meubles coûteux sur lesquels Zara avait insisté. Les œuvres d'art qui ne signifiaient rien pour moi. La collection de vins que je ne touchais jamais. C'était son monde, et je ne faisais qu'y vivre. Mon téléphone a vibré. Un texto de Zara. Ne m'attends pas. J'ai fixé ces 3 mots pendant un long moment.
Puis j'ai répondu, tu t'amuses bien à dépenser notre argent avec ton petit ami? La réponse est venue rapidement. Ne sois pas ridicule. Je suis sorti avec des amis. Aux palissades avec Beck? L'indicateur de frappe est apparu et a disparu plusieurs fois. Finalement, tu me surveilles maintenant? C'est pathétique, Tané. Je surveille notre compte joint. Tu sais, celui que tu vides pour le service de bouteille. C'est aussi mon argent. Je travaille 2 fois plus dur que toi. Ça m'a fait mal, mais j'ai continué à taper. Alors, c'est comme ça qu'on fait maintenant? Tu sors quand tu veux, tu dépenses ce que tu veux, et je suis censé sourire et encaisser? Sa réponse a mis plus de temps à arriver cette fois. Si ça ne te plaît pas, alors demande le divorce. Je suis fatigué de me sentir coupable d'avoir une vie. J'ai lu ce message 3 fois. La manière désinvolte avec laquelle elle avait jeté ce « demande le divorce » comme un défi, comme si elle bluffait. Comme si elle pensait que j'étais trop faible ou trop dépendant pour le faire vraiment. J'ai fait une capture d'écran de la conversation et l'ai enregistrée sur mon téléphone. Puis j'ai ouvert mes contacts et j'ai fait défiler jusqu'à un nom que je n'avais pas appelé depuis des années. Sorin Valdon, avocat. Sorin et moi, ça remontait à loin, des copains de lycée qui avaient pris des chemins différents. Il avait fait des études de droit et était devenu procureur avant de monter son propre cabinet. J'avais appris à réparer des moteurs et j'avais lancé mon entreprise. Nous étions restés en contact, buvant des bières tous les quelques mois, et je savais qu'il était spécialisé dans les cas de divorce. Il était presque minuit, mais Sorin était un oiseau de nuit. Il a répondu à la 2e sonnerie. Tané? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai besoin d'un avocat, ai-je dit. Ma femme vient de me dire de demander le divorce si son comportement ne me plaît pas. Je crois que je vais suivre son conseil. Un silence. Tu es sérieux? Vous aviez l'air si solide, Zara et toi. C'était avant qu'elle ne commence à dépenser notre argent dans les boîtes de nuit et à envoyer des textos à d'autres hommes. Attends. Ne dis rien de plus au téléphone. Tu peux venir à mon bureau demain matin. Apporte toutes les preuves que tu as. Relevé bancaire, facture de téléphone, tout. Et ce soir? Tu peux commencer la paperasse? Tané, calme-toi. Tu es en colère, je comprends. Mais elle m'a mis au défi, Sorin. Elle a littéralement dit, demande le divorce. Comme si elle me mettait au défi d'avoir un peu de courage. J'en ai fini d'être le paillasson dans ce mariage. Un autre silence. D'accord. Je vais rédiger des papiers de séparation préliminaire ce soir, mais nous devons parler de stratégie demain. Ce genre de choses peut vite devenir moche. Bien. Je veux que ce soit moche. Elle veut du drame, je vais lui donner un spectacle qu'elle n'oubliera pas. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans la cuisine silencieuse pendant un moment, à réfléchir. Zara m'avait toujours sous-estimé. Pour elle, j'étais juste le type qui réparait les choses, qui payait les factures discrètement pendant qu'elle grimpait l'échelle sociale. Elle avait oublié que réparer les choses n'était qu'une partie de ce que je faisais. L'autre partie, c'était de savoir comment les démonter. J'ai rouvert l'iPad et j'ai pris des captures d'écran de chaque conversation avec Beck. Puis j'ai fait quelque chose qui aurait semblé mesquin quelques heures plus tôt, mais qui maintenant me semblait juste. J'ai changé le mot de passe de notre compte joint et j'ai mis en place des alertes pour toute tentative de débit. Mon téléphone a vibré avec une notification presque immédiatement. Quelqu'un venait d'essayer d'utiliser la carte aux palissades. Transaction refusée. J'ai souri pour la première fois de la soirée. Puis j'ai fait autre chose. J'ai cherché le site web du palissade et j'ai trouvé les coordonnées de la direction. Beck Darren, directeur du club. C'était donc à lui que ma femme envoyait des textos. J'ai rédigé un simple email. Monsieur Darren, je crois que vous connaissez ma femme, Zara Jement. Elle a débité ses frais de divertissement sur notre compte joint sans mon consentement. À partir de ce soir, cette carte est bloquée. Si elle ne peut pas payer sa note, veuillez me le faire savoir. Son mari, Tané Jement. J'ai joint une capture d'écran de son texto, demande le divorce, et j'ai cliqué sur envoyer. Mon téléphone a sonné 5 minutes plus tard. Numéro inconnu. Est-ce bien Tané Jement? La voix était douce, confiante, le genre de voix habituée à obtenir ce qu'elle veut. C'est moi. C'est Beck Darren, du palissade.
Je crois qu'il y a un malentendu. Pas de malentendu. Ma femme m'a dit de demander le divorce si son comportement ne me plaisait pas. Je suis son conseil. Ça veut dire qu'elle est maintenant responsable de ses propres frais de divertissement. Écoute, mec, on devrait peut-être parler. On est en train de parler. Voici ce qui va se passer. Ma femme est sur le point de découvrir que sa carte de crédit ne marche plus. Quand elle m'appellera en panique, je lui rappellerai ce qu'elle a dit ce soir. Et quand elle essaiera de vous charmer pour ne pas payer sa note. Vous allez découvrir le genre de personne que vous avez aidé à tromper son mari. J'ai raccroché et j'ai éteint mon téléphone. Puis je suis retourné au garage et j'ai continué à travailler sur mon camion. La radio jouait toujours et le commentateur décrivait un boxeur outsider qui venait de placer un KO que personne n'avait vu venir. Je pouvais m'identifier. Les coups violents sur la porte d'entrée ont commencé à 2h17 du matin. Je le sais parce que j'étais encore réveillé, assis dans mon atelier derrière le garage, à ranger des outils et à penser à ma conversation avec Sorin. Le bruit résonnait dans la maison comme des coups de feu. J'ai pris mon temps pour aller à la porte. À travers le Judas, j'ai vu Zara sur le porche, ses cheveux parfaits maintenant en désordre, son maquillage étalé. Elle tenait son téléphone dans une main et son sac à main dans l'autre, et elle avait l'air furieuse. « Ouvre cette porte, Tané » a-t-elle crié, frappant à nouveau. « Je sais que tu es là. » J'ai déverrouillé et j'ai ouvert lentement. « Salut, chérie. Ta soirée s'est bien passée ?» Elle m'a bousculé pour entrer dans la maison, se retournant pour me faire face, les yeux flamboyants. « Qu'est-ce que tu as foutu, bordel ? Je ne suis pas sûr de ce que tu veux dire. » J'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle, croisant les bras. « Il s'est passé quelque chose au club ? » Tu sais exactement ce qui s'est passé. Ma carte a été refusée. Et puis ce directeur, Beck, est venu me voir en agissant bizarrement, disant que tu l'avais contacté. Tu m'as humilié devant tout le monde. Je t'ai humilié ? J'ai ri, et le son a semblé nous surprendre tous les deux. Zara, tu t'humilies toute seule depuis des mois. J'ai juste arrêté de le permettre. Elle m'a regardé comme si j'étais un étranger. Qu'est-ce qui te prend ? Tu m'as dit de demander le divorce si ton comportement ne me plaisait pas. Alors j'ai appelé mon avocat. La couleur a quitté son visage. Tu as fait quoi ? Sorin Valdon est en train de rédiger les papiers de séparation. Il devrait être prêt demain après-midi. Tu as dit que tu en avais marre de te sentir coupable d'avoir une vie. Alors maintenant, tu peux avoir la vie que tu veux. Juste pas avec mon argent. Elle s'est affalée dans l'un de ses fauteuils coûteux, son sac à main tombant au sol. Tu ne peux pas être sérieux. Tu vas vraiment jeter 15 ans de mariage à la poubelle parce que je suis sorti avec des amis ? Des amis ? J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert les captures d'écran que j'avais prises. Beck Darren est un ami ? Parce que ses messages suggèrent le contraire. Je lui ai montré l'écran. Son visage est devenu blanc. Tu as fouillé dans mes messages privés. Tu as laissé ton iPad ouvert dans la cuisine. Mais ce n'est pas la question, n'est-ce pas ? La question, c'est que tu me mens, que tu dépenses notre argent avec un autre homme, et qu'ensuite tu as le culot de me dire de demander le divorce quand je te pose des questions. Zara s'est levée, ses instincts d'avocate reprenant le dessus. Ces messages ne prouvent rien d'inapproprié. Peut-être pas, mais ils prouvent que tu as été malhonnête, et ton petit défi de ce soir prouve que tu ne respectes pas ce mariage. Alors, félicitations. Tu as eu ce que tu voulais. Je ne voulais pas ça, a-t-elle crié. J'étais en colère. Les gens disent des choses quand ils sont en colère. Oui, c'est vrai. Et parfois, ces choses révèlent ce qu'ils pensent vraiment. J'ai marché jusqu'à la cuisine et j'ai attrapé la bière que j'avais laissée sur le comptoir. Tu veux savoir ce que je pense ? Je pense que tu cherches une excuse pour mettre fin à ce mariage depuis des mois. Ce soir, tu m'en as enfin donné une. Elle m'a suivi dans la cuisine, ses talons claquant sur le carrelage. Tané, s'il te plaît. On peut arranger ça. J'arrêterai d'aller dans les clubs. J'arrêterai d'arrêter quoi ? D'envoyer des textos à d'autres hommes. D'arrêter de dépenser notre argent sans demander ? D'arrêter de me traiter comme un fardeau que tu dois tolérer ? Je n'ai jamais dit que tu étais un fardeau. Tu n'as pas eu besoin de le dire. Tu l'as montré. J'ai bu une gorgée de ma bière et je l'ai regardée.
Vraiment regardez. Même débraillée et paniquée, elle était magnifique. Mais la beauté sans la loyauté n'était qu'une décoration. C'est quand la dernière fois qu'on a dîné ensemble? C'est quand la dernière fois que tu m'as posé des questions sur mon travail, ma journée, ma vie? Elle a ouvert la bouche pour répondre, puis l'a refermée. C'est bien ce que je pensais. Tu as quitté ce mariage depuis des mois, Zara. Tu n'as juste jamais eu le courage de l'admettre. Eh bien, maintenant tu n'as plus à le faire. Mon téléphone a vibré avec un texto. J'y ai jeté un œil et j'ai souri. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé. Un message de Sorin. Il a demandé une séparation d'urgence. Tu recevras les papiers demain. Tu ne peux pas faire ça. Je ne te laisserai pas faire. En fait, si. Et je le fais. Tu m'as dit de demander le divorce. Souviens-toi, je ne fais que suivre tes instructions. Elle a commencé à faire les 100 pas dans la cuisine, son esprit s'emballant. Je pouvais presque la voir calculer les angles, chercher un levier. C'était le même regard qu'elle avait lorsqu'elle se préparait pour une affaire difficile. Et la maison, a-t-elle demandé finalement. Quoi, la maison? Elle est à nos deux noms. Et elle fera partie du règlement de divorce, avec tout le reste. Tané, sois raisonnable. On peut régler ça sans avocat et sans tribunaux. Comme tu étais raisonnable quand tu envoyais des textos à Beck pour dire que je ne remarquerais pas que tu étais parti? Comme tu étais raisonnable quand tu as dépensé 300 $ en service de bouteille la semaine dernière sans le mentionner? Son téléphone s'est mis à sonner. Elle a regardé l'écran et son visage est redevenu pâle. C'est qui? Ai-je demandé. Ma mère. Réponds. Quoi? Réponds au téléphone, Zara. Voyons ce qu'Elena a à dire sur le comportement de sa fille. La mère de Zara. Elena était de la vieille bourgeoisie. Le genre de femme qui se croyait meilleure que tout le monde parce que son grand-père avait fait fortune dans l'acier à l'époque où cette ville comptait encore. Elle ne m'avait jamais aimé. Je n'étais pas assez éduqué, pas assez raffiné, pas assez riche pour sa précieuse fille. Mais elle valorisait aussi les apparences par-dessus tout, et ce que Zara avait fait n'allait pas bien paraître dans son cercle social. Je ne réponds pas, a dit Zara. Alors je le ferai. J'ai tendu la main vers son téléphone, mais elle l'a retiré. N'ose même pas. Pourquoi pas? Peur de ce qu'elle dira quand elle découvrira que sa fille se balade en ville comme une étudiante? Le téléphone a cessé de sonner, puis a immédiatement recommencé. Elle est persévérante, ai-je observé. Ça doit être important. Zara a finalement répondu. Allô, mère. Même de l'autre côté de la cuisine, je pouvais entendre la voix perçante d'Elena à travers le téléphone. Zara Elisabeth, je mens, qu'est-ce que c'est que ces bêtises que j'entends sur le fait que tu te fasses expulser d'une boîte de nuit? Les yeux de Zara se sont écarquillés. Elle m'a regardé d'un air accusateur. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai haussé les épaules. J'ai peut-être mentionné ton nouveau passe-temps à quelques personnes. Tu as fait quoi? La voix d'Elena est devenue plus forte. Vas-tu t'expliquer ou vais-je devoir apprendre le comportement embarrassant de ma fille par les commérages du country club? Mère, je peux expliquer. J'espère bien. Margaret Whitfield m'a appelé il y a 20 minutes en disant que son fils t'avait vu te faire escorter hors d'un établissement du centre-ville. Elle jubilait presque. Zara a couvert le téléphone avec sa main. À combien de personnes tu l'as dit? Juste à celles qui comptent. Ta mère, ton patron, quelques voisins. Tu sais, les gens qui se soucient de ta réputation. Mon patron? Tu as appelé Richard? Je lui ai envoyé un email. Je pensais qu'il devrait savoir que l'une de ses associées utilisait les événements de l'entreprise comme excuse pour rencontrer des hommes dans des boîtes de nuit. Courtoisie professionnelle. Elle m'a regardé comme si une deuxième tête m'avait poussé. Tu es en train de détruire ma carrière. Je ne détruis rien. Je partage juste la vérité. Tu as dit que tu en avais marre de te sentir coupable d'avoir une vie. Maintenant tout le monde sait à quoi ressemble cette vie. La voix d'Elena a coupé notre conversation. Zara, tu m'écoutes? Zara a remis le téléphone à son oreille. Je suis là, mère. Je veux te voir demain matin à la 1re heure. Et amène ce mari à toi. Nous devons discuter de cette situation avant qu'elle n'empire. Mère, ce ne sera peut-être pas demain matin.
Zara. 10 heures précises. La ligne est devenue silencieuse. Zara a posé son téléphone sur le comptoir et l'a fixé comme s'il allait exploser. C'est de la folie, a-t-elle murmuré. Tu as perdu la tête. Vraiment? Où est-ce que je l'ai enfin retrouvé? J'ai fini ma bière et j'ai posé la bouteille vide dans l'évier. Tu voulais sortir de ce mariage, Zara. Tu ne voulais juste pas être celle qui appuie sur la gâchette. Eh bien, félicitations. Tu n'as plus à l'être. Je n'ai jamais dit que je voulais sortir. Tu n'as pas eu besoin de le dire. Tout ce que tu as fait depuis 6 mois le criait. Les nuits tardives, les textos secrets, les dépenses, l'attitude. Tu m'as supplié de mettre fin à ce mariage parce que tu n'avais pas le courage de le faire toi-même. Elle s'est assise à la table de la cuisine et a mis sa tête dans ses mains. Pendant un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Qu'est-ce qui se passe maintenant, a-t-elle demandé doucement. Maintenant, tu découvres ce que tu veux vraiment. Mais tu le découvres ailleurs. Je change les serrures demain. Sa tête s'est relevée d'un coup. Tu ne peux pas me mettre à la porte de ma propre maison. Regarde-moi faire. Tu m'as dit de demander le divorce, souviens-toi? Ça veut dire que nous sommes séparés. Et comme c'est moi qui paie l'hypothèque, c'est moi qui reste. C'est ma maison aussi. C'était. Tu as fait ton choix ce soir, Zara. Maintenant, tu dois vivre avec. Elle s'est levée, ramassant son sac à main par terre. Très bien. Mais ce n'est pas fini. Je ne vais pas te laisser ruiner ma vie parce que tu te sens en insécurité. Je ne me sens pas en insécurité. Je me sens libre. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Bonne chance pour tout expliquer à ta mère demain. Et à Richard. Et à Beck, qui se demande probablement pourquoi sa nouvelle petite amie ne peut pas payer sa propre note de bar. Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est retournée pour me faire face. Tu regretteras ça, Tané. Quand tu seras seul dans cette maison, à manger des plats surgelés et à regarder la télé tout seul. Tu regretteras d'avoir jeté la meilleure chose qui te soit jamais arrivée. Peut-être. Mais je ne regretterai jamais de m'être défendu. C'est quelque chose que tu m'as appris ce soir. Elle est partie sans un autre mot, ses talons claquant sur l'allée jusqu'à sa voiture. Je l'ai regardé s'éloigner, puis j'ai fermé et verrouillé la porte. La maison semblait différente maintenant. Plus calme, mais pas vide. Plutôt comme si un poids avait été levé. Je suis retourné à la cuisine et j'ai ouvert une autre bière, puis je me suis assis à la table où Zara était assise quelques minutes auparavant. Son parfum flottait encore dans l'air, cher et sophistiqué. Mon téléphone a vibré avec un texto de Sorin. Papier déposé. Tu es sûr de toi? J'ai répondu, jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie. Bien. Parce qu'il n'y a pas de retour en arrière possible après-demain. J'ai souri et j'ai rangé mon téléphone. Zara m'avait mis au défi de divorcer, pensant que j'étais trop faible ou trop confortable pour le faire. Elle m'avait sous-estimé, comme elle le faisait depuis des années. Demain, elle allait découvrir ce qui se passait quand on mettait au défi un homme qui n'avait plus rien à perdre. Le serrurier est arrivé à 8 heures précises, juste au moment où je finissais mon café. Il s'appelait Pet et dirigeait une petite entreprise comme la mienne. Travail honnête, prix juste, pas de chichi. Pendant qu'il travaillait sur la porte d'entrée, j'ai appelé ma sœur, Mia. Tu as fait quoi, a-t-elle dit quand je lui ai raconté la nuit dernière. J'ai demandé le divorce. Elle m'a mis au défi de le faire. Tané, c'est de la folie. On ne met pas fin à un mariage de 15 ans pour une seule dispute. Ce n'était pas une seule dispute, Mia. Ça couvait depuis des mois. Elle me traitait comme une ordure, dépensait notre argent avec d'autres hommes. Et la nuit dernière, elle a enfin dit ce que nous savions tous les deux qu'elle pensait. Il y a eu une longue pause. Tu es sûr de toi? Je veux dire, vraiment sûr? Elle m'a dit de demander le divorce si son comportement ne me plaisait pas. C'étaient ses mots exacts. Alors je lui donne exactement ce qu'elle a demandé. Mais les gens disent des bêtises quand ils sont en colère. Ce n'était pas une bêtise, Mia. C'était honnête. Pour la première fois depuis des mois, elle m'a dit la vérité sur ce qu'elle ressentait vraiment. Pet a fini avec la porte d'entrée et s'est attaqué à celle de derrière. J'ai donné à Mia les détails sur l'incident de la boîte de nuit,
les messages textes et la réaction de Zara quand elle est rentrée. Waouh, a-t-elle dit finalement. Je ne savais pas que c'était si grave. Moi non plus, jusqu'à hier soir. Mais maintenant, je vois tout clairement. Et son travail? Sa mère? Ça va devenir très moche, très vite. C'est déjà moche. Je m'assure juste que tout le monde le voit. Après le départ de Pete, je suis allé au bureau de Sorin en ville. Son immeuble était vieux mais bien entretenu. Le genre d'endroit où les affaires sérieuses se traitaient sans beaucoup de faste. Sa secrétaire, Madame Henderson, était là depuis avant que je n'obtienne mon diplôme de fin d'études secondaires. Tanné je mens, dit-elle avec un sourire. Ça fait une éternité que je ne vous ai pas vu. Bien que j'aurais aimé que ce soit dans de meilleures circonstances. Moi aussi, Madame Henderson. Le bureau de Sorin était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre de la part d'un avocat prospère. Fauteuil en cuir, livre de droit, diplôme au mur. Mais il avait gardé quelques touches de notre passé commun. Une photo de notre remise de diplôme du lycée. Une balle de baseball d'un match que nous avions gagné ensemble. De petits rappels qu'il n'avait pas oublié d'où il venait. Tu as une sale gueule, dit-il alors que je m'asseyais. Je me sens comme une merde, mais aussi comme si je pouvais respirer pour la première fois depuis des mois. Il a ouvert un dossier épais et a étalé des papiers sur son bureau. J'ai rédigé tout ce dont nous avons discuté. Accord de séparation, partage des biens, tout le tout-im. Mais je veux m'assurer que tu comprends dans quoi tu t'embarques. Je comprends parfaitement. Vraiment? Parce que ta femme est avocate, Tanné. Une bonne. Elle va se battre avec tout ce qu'elle a, laisse-la se battre. J'ai la vérité de mon côté. Sorin s'est adossé à son fauteuil. La vérité ne gagne pas toujours au tribunal des divorces. L'argent, oui. L'influence, oui. Et Zara a les deux. Elle a aussi un problème. Elle a trompé, menti et dépensé notre argent avec un autre homme. Ça ne va pas bien paraître aux yeux d'un juge. Peux-tu prouver l'infidélité? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les captures d'écran. Des messages textes entre elle et le directeur du club. Assez intime pour de simples amis. C'est bien, mais ce n'est pas une preuve irréfutable. Un bon avocat pourrait arguer que ce ne sont que des conversations amicales. Et les questions financières? Les dépenses non autorisées. Mieux. Surtout si tu peux montrer un schéma de tromperie. Mais encore une fois, elle va argumenter qu'elle avait le droit de dépenser l'argent d'un compte joint. Même avec un autre homme. C'est là que ça devient intéressant. Si nous pouvons prouver qu'elle utilisait les fonds matrimoniaux pour entretenir une liaison, c'est une autre histoire. Sorin m'a expliqué le processus juridique, les délais, les complications potentielles. Ça allait être cher, long et probablement désagréable. Mais j'avais déjà pris ma décision. Il y a autre chose, ai-je dit. Je veux m'assurer que tout le monde sache ce qui s'est réellement passé. Sa mère, ses collègues, nos voisins. J'en ai marre d'être le méchant dans son histoire. Fais attention avec ça, Tanné. Les lois sur la diffamation sont sérieuses. Ce n'est pas de la diffamation si c'est la vérité. La vérité est une défense, oui, mais la perception compte aussi. Si tu passes pour quelqu'un de vindicatif ou d'instable, ça pourrait te nuire au tribunal. J'ai signé les papiers et j'ai fait un chèque d'acompte à Sorin. Au moment de partir, il m'a attrapé le bras. Tanné, je dois te demander. Est-ce que c'est vraiment à propos du divorce, ou est-ce une question de vengeance? Quelle est la différence? La différence, c'est que le divorce vise à mettre fin à un mariage. La vengeance vise à détruire une personne. L'un est légal, l'autre peut te causer de sérieux ennuis. Elle s'est détruite elle-même, Sorin. Je m'assure juste que les gens voient les débris. J'ai traversé le vieux quartier où j'avais grandi. Pas grand-chose n'avait changé. Les mêmes petites maisons, les mêmes familles de travailleurs, le même sentiment que tout le monde connaissait les affaires de tout le monde. C'était le genre d'endroit où la réputation comptait, où les actions avaient des conséquences, où les gens se souvenaient de qui vous étiez vraiment quand les choses allaient mal. Zara n'avait jamais compris ça. Pour elle, c'était juste l'endroit où elle avait atterri, pas celui auquel elle appartenait. Elle avait toujours cherché quelque chose de plus grand, de meilleur, de plus sophistiqué. La nuit dernière, elle l'avait enfin admis. Mon téléphone a sonné alors que j'entrais dans mon allée.
Numéro inconnu. Cette année je mens? Ça dépend qui demande. C'est Richard Hartwell, de Hartwell et Associés. Je crois que vous connaissez mon associé, Zara Je mens. Le patron de Zara. Ça allait être intéressant. Je la connais. C'est ma femme. Pour l'instant. Oui. J'ai reçu votre email hier soir. Je vous appelle pour discuter de la situation. Quelle situation, monsieur Hartwell? Les allégations que vous avez faites sur la conduite de Madame Je mens. Elles sont assez graves. Ce ne sont pas des allégations. Ce sont des faits. Je peux fournir des documents si vous le souhaitez. Il y a eu une pause. Peut-être devrions-nous nous rencontrer en personne. Seriez-vous disponible cet après-midi? Je suis disponible maintenant. Votre bureau ou le mien? Le mien serait préférable. Disons 14 heures. J'y serai. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon camion un moment, réfléchissant à ce qui se passait. 24 heures plus tôt, j'étais juste un type de plus dont la femme le tenait pour acquis. Maintenant, j'étais en train de démanteler activement la vie qu'elle avait construite sur des mensonges et le manque de respect. Ça aurait dû me paraître mal. Au lieu de ça, ça ressemblait à de la justice. J'ai passé les heures suivantes à trier les preuves. Relevé bancaire, relevé de carte de crédit, facture de téléphone, email. Tout cela retraçait le délitement silencieux d'un mariage. Un mariage bâti sur le secret et le déni. Tandis que j'avais été trop inconscient, ou trop déterminé, pour le remarquer. À 13h45, je me suis rendu au centre-ville chez Hartwell et Associés. Leur immeuble était tout ce que mon atelier n'était pas, verre et acier, sol en marbre, œuvres d'art coûteuses sur les murs. C'était le monde de Zara, l'endroit où elle se sentait importante et respectée. Richard Hartwell était exactement ce à quoi je m'attendais. Cheveux argentés, parfaitement habillé, le genre d'homme qui ne s'était jamais sali les mains de sa vie. Son bureau surplombait la ville, et je pouvais voir le palissade de sa fenêtre. Monsieur Je mens, merci d'être venu. Merci de me recevoir. Il m'a désigné une chaise en face de son bureau. Je vais aller droit au but. Les allégations de votre email sont préoccupantes. Si elles sont vraies, elles représentent une grave violation de la déontologie professionnelle. Elles sont vraies. J'ai des preuves. Je lui ai montré les mêmes preuves que j'avais montrées à Sorin. Les messages textes, les dossiers financiers, le schéma de tromperie. Hartwell a tout examiné attentivement, son expression devenant plus sérieuse à chaque document. C'est assez troublant, dit-il finalement. Madame Je mens a représenté le cabinet à divers événements sociaux et professionnels. Si elle a utilisé ces occasions pour entretenir des relations personnelles, elle vous mentait, tout comme elle me mentait. Il semblerait que oui. Il m'a rendu les papiers. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Je mens? Je veux que les gens sachent la vérité. Ma femme s'est fait passer pour la victime d'un mariage malheureux alors qu'elle en était en fait la cause. J'en ai assez d'être blâmé pour ses choix. Et vous avez jugé nécessaire d'impliquer son employeur dans cette affaire. J'ai jugé nécessaire d'être honnête sur ce qui se passait. Elle a utilisé des événements de l'entreprise comme couverture pour rencontrer d'autres hommes. Je pensais que vous devriez le savoir. Hartwell a hoché la tête lentement. J'apprécie votre franchise. Cela met le cabinet dans une position difficile, comme je suis sûr que vous le comprenez. Je comprends que les actions ont des conséquences. Une chose que ma femme a apparemment oubliée. En effet. Eh bien, monsieur Je mens, je tiens à vous remercier d'avoir porté cela à mon attention. Nous allons gérer cette affaire en interne à partir de maintenant. En quittant le bâtiment, j'ai ressenti un étrange sentiment d'accomplissement. Zara avait passé des mois à construire un faux récit sur notre mariage, me dépeignant comme le mari ennuyeux et négligent, tandis qu'elle était la femme sophistiquée et sous-appréciée. Maintenant, les gens qui comptaient connaissaient la véritable histoire. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Il faut qu'on parle. Beck. J'ai fixé le message un long moment, puis j'ai répondu, non, pas besoin. C'est à propos de Zara. Il y a des choses que tu ne comprends pas, je comprends tout ce qu'il faut. Retrouve-moi au Murphy's Bar sur la 5e rue. Dans 1 heure. J'ai failli supprimer le message. Puis j'y ai réfléchi. Peut-être était-il temps d'entendre ce que Beck Darren avait à dire pour sa défense.
Peut-être était-il temps de regarder l'autre homme dans les yeux et de lui montrer exactement à quel genre de personne il avait eu affaire. J'ai répondu, dans 1 heure. Viens seul. Puis je suis rentré chez moi pour me changer. Si j'allais affronter le petit ami de ma femme, je voulais avoir l'air d'un homme qui n'avait pas peur de se battre. Parce que je n'en avais pas peur. Le Murphy's Bar était le genre d'endroit où les travailleurs allaient pour oublier leurs soucis. Lumière tamisée, bière bon marché, et un barman qui s'occupait de ses affaires. C'était aussi un terrain neutre, le genre d'endroit où 2 hommes pouvaient avoir une conversation sans se soucier des apparences ou du statut social. Je suis arrivé avec 15 minutes d'avance et j'ai pris une banquette dans le coin du fond, d'où je pouvais voir toute la salle. La foule du déjeuner s'amenuisait, laissant principalement des habitués qui sirotaient leur verre et regardaient le match à la télévision au-dessus du bar. Bec Darren est entré à 16 heures précises, et je l'ai reconnu immédiatement. Il était tout ce que je n'étais pas. Grand, soigné, le genre d'homme qui semblait à sa place dans des costumes coûteux et des voitures de luxe. Mais il y avait quelque chose de nerveux dans sa démarche. Quelque chose qui suggérait qu'il n'était pas aussi confiant qu'il en avait l'air. Il m'a repéré et s'est approché, tendant la main. Tanné je mens. Je n'ai pas pris sa main. Assieds-toi. Il s'est glissé dans la banquette en face de moi, commandant un whisky quand la serveuse est venue. Je suis resté à la bière. Je voulais garder la tête froide pour cette conversation. Merci de me rencontrer, dit-il. Parle. Il a pris une gorgée de sa boisson et a regardé autour du bar, comme s'il essayait de comprendre comment il avait atterri dans un endroit pareil. Écoute, je sais que c'est gênant. Gênant? C'est comme ça que tu appelles le fait de coucher avec la femme d'un autre homme? Ce n'est pas ce que tu penses. Vraiment? Alors explique-moi. Bec s'est penché en avant, baissant la voix. Zara et moi, nous sommes amis. De bons amis. Mais il ne s'est rien passé de physique entre nous. J'ai ri, et le son l'a fait sursauter. Tu t'attends à ce que je croie ça? C'est la vérité. On parle. On passe du temps ensemble. Mais on n'a jamais franchi cette ligne. La ligne. Quelle ligne exactement? Celle où tu lui paies ses verres pendant qu'elle se plaint de son mari? Celle où tu lui envoies des textos sur des sections VIP et des rendez-vous privés? Ou celle où tu l'aides à dépenser mon argent dans ton club? Il a passé une main dans ses cheveux. Elle est malheureuse, tannée. Elle l'est depuis longtemps. Alors tu as décidé de l'aider à se sentir mieux. J'ai décidé d'être un ami quand elle en avait besoin. Un ami? J'ai bu une longue gorgée de ma bière, étudiant son visage. Dis-moi quelque chose, Bec. Tu as beaucoup de femmes mariées comme amies? Ou ma femme est-elle spéciale? Elle est spéciale. Elle est intelligente, ambitieuse, belle. Elle est aussi mariée. Ou l'était, jusqu'à hier soir. Ses yeux se sont écarquillés. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'elle m'a dit de demander le divorce si son comportement ne me plaisait pas. Alors je l'ai fait. J'ai déposé les papiers ce matin. Bec m'a regardé comme si je venais de lui dire que le bâtiment était en feu. Vous allez divorcer? Elle l'a demandé, littéralement. Alors je lui donne exactement ce qu'elle voulait. Mais elle t'aime. Elle parle de toi tout le temps. Drôle de façon de le montrer. Elle le fait. Elle dit toujours qu'elle aimerait que vous puissiez mieux vous connecter. Que la façon dont les choses étaient avant lui manque. Et tu l'as cru. Pourquoi ne l'aurais-je pas cru? J'ai posé ma bière et je me suis penché en avant. Parce qu'elle te mentait, Bec. À toi, à moi, à elle-même. Ma femme ne regrette rien de notre mariage, sauf la sécurité financière. Tout le reste, la compagnie, l'intimité, le partenariat où elle le cherchait ailleurs. Ce n'est pas vrai. Ah non? C'est quand la dernière fois qu'elle a mentionné essayer de réparer notre mariage? C'est quand la dernière fois qu'elle a suggéré une thérapie de couple, des vacances? Ou même un dîner en tête-à-tête? C'est quand la dernière fois qu'elle a fait autre chose que de se plaindre de mon côté ennuyeux et décevant? Bec n'a pas répondu, mais son expression m'a dit que j'avais touché juste. C'est bien ce que je pensais. Elle ne cherchait pas de conseils, Bec. Elle cherchait une échappatoire. Et tu as été assez stupide pour la lui fournir. J'essayais d'aider. Tu essayais de te la faire. Ne prétends pas que c'était un geste noble.
Tu as vu une belle femme malheureuse et tu as vu une opportunité. Ce n'est pas juste. Juste? J'ai ri à nouveau. Tu veux parler de justice? La justice aurait été de rester à l'écart d'une femme mariée. La justice aurait été de lui dire de travailler sur son mariage au lieu de l'encourager à l'abandonner. La justice aurait été d'agir comme un être humain décent au lieu d'un vautour. Le visage de Beck devenait rouge. Tu ne sais rien de moi. Je sais que tu diriges une boîte de nuit où les femmes mariées vont pour se sentir jeunes et désirables. Je sais que tu es doué pour les faire se sentir spéciales pendant qu'elles dépensent l'argent de leur mari. Je sais que tu es le genre d'homme qui se nourrit des problèmes des autres. Et quel genre d'homme es-tu, toi? Le genre qui abandonne son mariage après une seule dispute? Le genre qui reconnaît quand on se joue de lui. J'ai fini ma bière et j'ai fait signe pour une autre. Laisse-moi te dire quelque chose sur ma femme, Beck. Elle est brillante, manipulatrice et complètement égoïste. Elle planifiait sa sortie de notre mariage depuis des mois, mais elle avait besoin de quelqu'un d'autre à blâmer. Félicitations. Tu t'es porté volontaire. Tu as tort. Elle tient à toi. Elle tient à mon argent. Elle tient à avoir un filet de sécurité pendant qu'elle explore ses options. Mais elle ne tient pas à moi. Et elle ne tient pas à toi non plus. Tu n'es qu'une distraction commode. La serveuse a apporté ma bière, et j'ai bu une longue gorgée pendant que Beck digérait ce que je venais de dire. Qu'est-ce qui se passe maintenant? A-t-il demandé finalement. Maintenant, tu vas découvrir quel genre de personne Zara est vraiment quand elle n'a plus de mari sur qui s'appuyer. À mon avis, tu seras déçu. Et toi? Qu'est-ce que tu y gagnes à détruire ton mariage? Je récupère mon amour-propre. J'arrête de prétendre que tout va bien pendant que ma femme me traite comme une ordure. J'arrête d'être le méchant dans son histoire. Mais tu seras seul. Mieux vaut être seul qu'avec quelqu'un qui ne veut pas être là. Beck a fixé son verre un long moment. Elle va être dévastée. Elle s'en sortira. Zara retombe toujours sur ses pieds. C'est l'un de ses talents. Je ne crois pas que tu comprennes à quel point ça va lui faire mal. Et je ne crois pas que tu comprennes à quel point elle m'a déjà fait mal. La différence, c'est que j'ai fini de prétendre que ça n'a pas d'importance. Je me suis levé et j'ai laissé un billet de 20 sur la table. Un conseil gratuit, Beck. Quand Zara viendra te chercher pour du réconfort, souviens-toi qu'elle va blâmer tout le monde sauf elle-même pour ce qui s'est passé. Ne sois pas surpris quand tu deviendras le prochain méchant de son histoire. Où est-ce que tu vas? Chez moi. Dans ma maison, que je garde. À mon entreprise, que j'ai bâtie. À ma vie, que je reprends en main. J'ai commencé à partir, puis je me suis retourné. Oh, et Beck. Reste loin de ma femme. Elle est sur le point de devenir mon ex-femme, mais jusqu'à ce que les papiers soient finalisés, elle est toujours mariée. Et je ne veux te voir nulle part près d'elle. Sinon quoi? Sinon, tu découvriras que je ne suis pas aussi civilisé que tu le penses. Je l'ai laissé assis dans la banquette, fixant son whisky comme s'il pouvait contenir des réponses. En marchant vers mon camion, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La satisfaction. Pendant trop longtemps, j'avais été le type qui réparait les choses en silence. Qui absorbait les problèmes sans faire de vagues. Qui laissait les autres définir qui j'étais et ce que je méritais. Mais Zara avait fait une erreur en me mettant au défi de divorcer. Elle avait oublié que j'étais le genre d'homme qui tenait ses engagements, même quand ces engagements impliquaient de mettre fin à un mariage. Mon téléphone a vibré avec un texto de Mia. Maman a appelé. Elle a entendu parler de toi et Zara. Elle veut te parler. J'ai soupiré et j'ai répondu. Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Que Zara t'a poussé à bout et que tu as finalement riposté. Et alors? Alors elle a dit, il était temps. J'ai souri et j'ai rangé mon téléphone. Peut-être que je n'étais pas aussi seul que je le pensais. En rentrant chez moi, je suis passé devant le palissade. Le bâtiment avait l'air différent en plein jour. Plus petit, moins glamour, plus comme ce qu'il était vraiment. Un endroit où les gens allaient pour prétendre que leur vraie vie n'existait pas. Ce soir, Zara serait probablement là encore, pleurant auprès de Beck au sujet de son mari terrible et de son mariage ruiné. Demain, elle commencerait à chercher un nouvel endroit où vivre et une nouvelle histoire à raconter sur l'échec de son mariage. Mais je ne ferai plus partie de cette histoire.
J'écrirai la mienne. J'étais en train de remplacer les plaquettes de frein de la Honda de Madame Patterson quand mon téléphone s'est mis à sonner. Il était à peine 9 heures du matin, et j'étais à l'atelier depuis 7 heures, essayant de rester occupé pendant que les papiers du divorce suivaient leur cours. Tanné? La voix était tremblante, désespérée. Zara. Qu'est-ce que tu veux? Je suis au Marriott du centre-ville, chambre 412. Tu peux venir, s'il te plaît? Pourquoi ferais-je ça? Parce que j'ai besoin de t'expliquer pour hier soir. Pour tout. Il y a des choses que tu ne comprends pas. J'ai posé ma clé et je suis sorti pour pouvoir parler sans que mes employés n'entendent. Je comprends beaucoup de choses. Tu m'as dit de demander le divorce. Je l'ai fait. Fin de l'histoire. Ce n'est pas si simple. C'est exactement aussi simple que ça. Tu as fait un choix, Zara. Maintenant, tu dois vivre avec. Tanné, s'il te plaît, donne-moi juste 1 heure. 1 heure pour t'expliquer ce qui s'est vraiment passé. Quelque chose dans sa voix m'a fait hésiter. Elle semblait différente. Pas en colère ou défiante comme elle l'avait été depuis des mois, mais véritablement effrayée. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va mal. Richard m'a renvoyé ce matin. Ma mère ne répond pas à mes appels. Beck ne répond pas à son téléphone. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ce qui se passe, ce sont les conséquences. Tu as passé des mois à traiter les gens comme s'ils n'avaient pas d'importance. Et maintenant, tu découvres qu'ils en ont. Je n'ai jamais voulu que tout ça arrive. À quoi t'attendais-tu? Tu as dit à ton mari de divorcer, tu t'es fait prendre en train de le tromper, et tu t'es humilié en public. Qu'est-ce que tu espérais? Il y a eu un long silence. Puis, je ne te trompais pas, les messages textes disent le contraire. Les messages textes ne racontent pas toute l'histoire. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Contre mon meilleur jugement, je me suis senti curieux. Tu as 1 heure. Mais on se retrouve dans un lieu public. Je ne viens pas dans ta chambre d'hôtel. D'accord. Le café sur Market Street. Tu sais lequel. J'y serai dans 20 minutes. Le Riverside Coffee était un petit endroit coincé entre une librairie et un pressing. Le genre d'endroit de quartier où les habitants allaient pour échapper aux chaînes de magasins du centre-ville. Je suis arrivé le premier et j'ai pris une table près de la fenêtre, d'où je pouvais voir la rue. Zara est entrée 10 minutes plus tard et je l'ai à peine reconnue. Ses cheveux étaient tirés en une queue de cheval désordonnée. Elle ne portait pas de maquillage et ses vêtements semblaient être ceux dans lesquels elle avait dormi. Ce n'était pas la femme soignée et confiante avec qui j'avais été marié pendant 15 ans. C'était quelqu'un qui avait été brisé. Elle s'est assise en face de moi sans rien commander. Merci d'être venu. Parle. Elle a pris une inspiration tremblante. Beck et moi, on n'a jamais couché ensemble. On ne s'est même jamais embrassé. Mais tu en avais envie. Je pensais que oui. J'étais confuse, en colère, je me sentais ignoré et sous-apprécié. Il était charmant, attentionné, et il me faisait me sentir à nouveau intéressante. Donc, tu avais une liaison émotionnelle. Je suppose. Oui. Mais ça n'a jamais dépassé la conversation et la flirtation. Je te jure, rien de physique ne s'est passé. Et ça, c'est censé me faire me sentir mieux. C'est censé te faire comprendre que je n'essayais pas de détruire notre mariage. J'essayais de comprendre pourquoi j'étais si malheureuse dedans. J'ai étudié son visage, cherchant des signes de tromperie, mais elle avait l'air sincèrement misérable, et son histoire sonnait vraie. D'accord, disons que je te crois. Ça n'explique toujours pas les mensonges, les dépenses, le manque de respect total que tu m'as montré pendant des mois. Je sais. Je sais que j'ai tout géré de travers. Mais j'avais l'impression que tu ne me voyais plus. Que j'étais juste un meuble dans ta vie. Alors tu as décidé de me forcer à te voir en menaçant de divorcer. J'étais en colère. Tu me surveillais, tu remettais en question mes dépenses, tu agissais comme si j'étais une sorte de criminel pour être sorti avec des amis. Parce que tu me mentais. Tu m'as dit que tu sortais avec des copines, mais tu rencontrais en fait un autre homme. Je t'ai dit que je sortais. Je n'ai jamais précisé avec qui. Ça, c'est du jargon d'avocat, Zara. C'est trouver des failles au lieu de dire la vérité. Elle a mis sa tête dans ses mains. Tu as raison.
J'étais malhonnête. Mais je ne savais plus comment te parler. Chaque conversation se transformait en dispute. Parce que tu menais une double vie. Parce que nous avions tous les deux cessé d'essayer. Elle a levé les yeux vers moi, les larmes aux yeux. C'est quand la dernière fois que tu m'as posé des questions sur mon travail, mes rêves, mes peurs? C'est quand la dernière fois que tu m'as traité comme une femme au lieu d'une colocataire? La question m'a frappé plus fort que prévu, parce qu'elle avait raison. J'avais cessé d'essayer. J'avais été tellement concentré sur la construction de mon entreprise, sur la préparation de notre avenir, que j'avais oublié de prêter attention à notre présent. Ça n'excuse pas ce que tu as fait, ai-je dit finalement. Non, ça ne l'excuse pas. Mais ça l'explique. J'étais seul, tanné. Seul dans mon propre mariage. Et quand Beck a commencé à me prêter attention, à me poser des questions sur ma vie, mes pensées et mes sentiments, j'ai eu l'impression que quelqu'un me voyait enfin à nouveau. Alors tu as décidé d'explorer ça au lieu d'en parler à ton mari. J'ai essayé de te parler. Mais chaque fois que j'abordais les problèmes de notre mariage, tu les balayais, tu changeais de sujet ou tu allais te cacher dans ton garage. J'ai ouvert la bouche pour argumenter, puis je me suis arrêté. Parce qu'elle avait raison là-dessus aussi. J'avais évité ces conversations, me disant que si je travaillais plus dur et que je subvenais mieux à nos besoins, tout le reste s'arrangerait. D'accord, ai-je dit. Disons que nous sommes tous les deux responsables des problèmes de notre mariage. Ça ne change toujours pas ce qui s'est passé hier soir. Tu m'as dit de divorcer. J'étais en colère, blessé, et j'ai dit quelque chose de stupide. Tu as dit quelque chose d'honnête. Pour la première fois depuis des mois, tu m'as dit ce que tu pensais vraiment. Ce que je pensais vraiment, c'est que je voulais que tu te battes pour notre mariage. Je voulais que tu t'en soucies assez pour te disputer avec moi, pour exiger que je rentre à la maison, pour me montrer que je comptais pour toi. En menaçant de divorcer? En montrant une émotion. Tu es juste resté là, comme si ça n'avait pas d'importance, comme si tu avais déjà renoncé à nous. Je l'ai regardée à travers la petite table, essayant de comprendre ce qu'elle disait. Donc tout ça, c'était une sorte de test? Pas un test. Un appel à l'aide. Une tentative désespérée d'attirer ton attention. Eh bien, félicitations. Tu l'as eu. Pas comme ça. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Mais c'est allé aussi loin. J'ai déposé les papiers, Zara. J'ai dit aux gens la vérité sur ce qui s'est passé. Il n'y a pas de retour en arrière. Il doit y en avoir un. On peut arranger ça. On peut aller en thérapie. On peut travailler sur notre communication. On peut quoi? Prétendre que les 6 derniers mois n'ont jamais eu lieu. Prétendre que tu n'as pas dépensé notre argent avec un autre homme. Prétendre que tu ne m'as pas menti tous les jours pendant que tu décidais si tu voulais être marié ou non. J'ai toujours voulu être marié avec toi. Je voulais juste que notre mariage soit meilleur. Alors pourquoi tu ne l'as pas dit? Pourquoi n'es-tu pas venu me voir il y a 6 mois pour me dire, Tané, je suis malheureuse. Nous devons travailler là-dessus? Pourquoi as-tu agi en douce, menti, et m'as-tu fait sentir que j'étais fou de remarquer que quelque chose n'allait pas? Elle n'avait pas de réponse à ça. Ou peut-être qu'elle en avait une, mais elle savait que je ne l'aimerais pas, j'avais peur, dit-elle finalement. Peur que si je te disais à quel point j'étais malheureuse, tu te renfermerais complètement. Peur que tu ne m'aimes plus assez pour te battre pour nous. Alors à la place, tu as décidé d'avoir une liaison émotionnelle pour voir si ça me motiverait. J'ai décidé de me sentir apprécié par quelqu'un pendant que je cherchais quoi faire pour ne plus me sentir sous-apprécié par mon mari. Et maintenant tu sais. Ton mari a demandé le divorce. Elle s'est mise à pleurer alors. Pas les larmes de colère de la veille, mais les sanglots brisés de quelqu'un qui avait enfin réalisé l'ampleur de ce qu'il avait perdu. Tané, s'il te plaît. Je sais que j'ai merdé. Je sais que je t'ai fait du mal. Mais on peut arranger ça. On peut être meilleur que ce que nous étions. Vraiment? Parce que je ne pense pas. Je pense que nous sommes brisés depuis longtemps, et que nous avons tous les deux été trop têtus ou trop effrayés pour l'admettre. Ce n'est pas vrai. Ah non? C'est quand la dernière fois que tu as été heureuse de me voir rentrer à la maison? C'est quand la dernière fois qu'on a ri ensemble, qu'on a eu une vraie conversation, ou qu'on a fait l'amour comme si on le pensait vraiment? Elle a ouvert la bouche pour répondre, puis l'a refermée.
C'est bien ce que je pensais. Nous sommes des colocataires depuis des années, Zara. Des étrangers polis partageant une maison et un compte en banque. Hier soir, tu as juste enfin dit ce que nous savions tous les deux. Je ne veux pas divorcer. Moi non plus. Mais parfois, ce que nous voulons et ce dont nous avons besoin sont deux choses différentes. Je me suis levé pour partir, mais elle m'a attrapé le bras. Et nos 15 ans? Ça ne signifie rien pour toi. Ça signifie tout pour moi. C'est pourquoi je ne peux plus prétendre que ces 15 ans suffisent à réparer ce qui est cassé entre nous. Donc c'est tout? Tu abandonnes? J'accepte la réalité. Quelque chose que tu devrais probablement commencer à faire aussi. Je suis sorti du café et je l'ai laissée assise là, pleurant dans ses mains. En retournant à mon atelier, j'ai essayé de ressentir quelque chose. De la culpabilité, des regrets, des doutes. Mais tout ce que je ressentais, c'était de la fatigue. Fatigué de me battre pour un mariage qui était terminé depuis des mois. Fatigué d'être blâmé pour des problèmes que je n'avais pas créés. Fatigué d'espérer que les choses s'amélioreraient si seulement je faisais plus d'efforts. Zara voulait que je me batte pour notre mariage, mais elle avait oublié que parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de laisser quelqu'un partir. Même si ce quelqu'un, c'est soi-même. 3 jours plus tard, j'installais une nouvelle transmission dans le Ford d'un client quand Mia a fait irruption dans mon atelier, le visage rouge d'excitation et de colère. « Il faut que tu vois ça, dit-elle, me tendant son téléphone. Sur l'écran, il y avait un post de Zara sur les réseaux sociaux, une longue confession décousue sur ses erreurs et son parcours de découverte de soi. Elle parlait de se sentir piégée dans un mariage sans amour, de trouver l'amitié et le soutien de personnes qui la comprenaient, de la réaction cruelle et vindicative de son mari à ses tentatives d'indépendance. Elle se fait passer pour la victime, a dit Mia. Après tout ce qu'elle a fait, elle essaie vraiment de faire en sorte que les gens aient pitié d'elle. J'ai lu le post attentivement. C'était magistralement écrit. Juste assez de vérité pour paraître honnête, juste assez de tournure pour la rendre sympathique. Elle admettait avoir cherché de la compagnie en dehors de son mariage, mais le présentait comme une survie émotionnelle plutôt qu'une trahison. Elle reconnaissait une mauvaise communication avec son mari, mais décrivait ma réponse comme une destruction calculée de sa vie et de sa carrière. Elle est douée, ai-je admis. Je lui accorde ça. Douée? Elle ment. Elle raconte sa version de la vérité. C'est ce que font les avocats. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je lui ai rendu son téléphone et je suis retourné à la transmission. Rien. Rien. Tannée, elle est en train de salir ta réputation sur tous les réseaux sociaux. Laisse-la faire. Les gens qui me connaissent sauront la vérité. Les gens qui ne me connaissent pas n'ont pas d'importance. Mais elle te fait passer pour un monstre. Je suis un monstre, Mia. Du moins, pour elle. Je lui ai enlevé son filet de sécurité, j'ai exposé ses mensonges et je l'ai forcé à faire face aux conséquences de ses actes. De son point de vue, je suis le méchant. De tout point de vue raisonnable, tu es la victime. J'étais la victime. Maintenant, je suis juste un type qui divorce. Il y a une différence. Mia s'est assise sur une caisse retournée, me regardant travailler. Tu ne veux pas te défendre? Contre quoi? La vérité? J'ai bien demandé le divorce après une seule conversation. J'ai bien contacté son patron et sa mère. J'ai bien gelé nos comptes joints et changé les serrures. Tout ce qu'elle dit est réellement arrivé. Mais elle n'explique pas pourquoi c'est arrivé. Parce que ça l'obligerait à prendre la responsabilité de ses actes. Et Zara n'a jamais été douée pour ça. Mon téléphone a vibré avec un texto de Sorin. J'ai vu le post sur les réseaux sociaux. Tu veux répondre? J'ai répondu, non. Laisse-la se pendre avec sa propre corde. Malin. Son avocat a appelé. Ils veulent discuter des termes. Quel genre de termes? Le genre qui suggère qu'ils savent qu'ils n'ont pas beaucoup de levier. J'ai souri et j'ai rangé mon téléphone. Zara pouvait tourner l'histoire comme elle le voulait, mais les faits étaient les faits. Elle s'était fait prendre à mentir, à tromper et à manquer de respect à son mariage. Aucune écriture créative n'allait changer ça. Il y a autre chose, a dit Mia. J'ai entendu par Jenny Patterson que Zara logeait chez sa mère. Elena l'a apparemment recueillie, mais ça ne se passe pas bien. Les voisins se sont plaints de disputes à toutes heures.
Ça ne me surprenait pas. Elena avait toujours été contrôlante et critique, et Zara avait toujours été têtue et sur la défensive. Les mettre dans la même maison pendant une crise, c'était comme mélanger de l'essence et des allumettes. Elle s'en sortira, ai-je dit. Elle s'en sort toujours. Tu n'as pas l'air très préoccupé par la situation de logement de ta femme. Ex-femme. Et non, je ne suis pas préoccupé. C'est une adulte avec un diplôme de droit et 15 ans d'expérience professionnelle. Elle retombera sur ses pieds. Et si ce n'est pas le cas? J'ai arrêté de travailler et j'ai regardé ma sœur. Qu'est-ce que tu me demandes vraiment, Mia? Je te demande si tu ressens la moindre culpabilité pour ce que tu as fait à sa vie. Je n'ai rien fait à sa vie. C'est elle qui l'a fait à elle-même. J'ai juste arrêté de le permettre. Mais tu aurais pu gérer ça différemment. Tu aurais pu essayer la thérapie, ou une séparation, ou j'aurais pu faire beaucoup de choses. Mais j'ai choisi de faire ce qu'elle m'a demandé de faire. Elle m'a dit de divorcer, alors j'ai divorcé. Elle voulait sortir de notre mariage. Alors je lui ai donné une porte de sortie. Elle dit qu'elle ne le voulait pas vraiment. Alors elle n'aurait pas dû le dire. Les actions ont des conséquences, Mia. Les mots aussi. On ne peut pas menacer d'une guerre nucléaire et ensuite être surpris que quelqu'un appuie sur le bouton. Mia est restée silencieuse un moment, me regardant travailler. Finalement, elle a dit, elle te manque? La question m'a pris au dépourvu. Quoi? Zara? Le fait d'être marié. J'y ai réfléchi honnêtement. La femme que j'ai épousée il y a 15 ans me manque. Mais cette femme a disparu il y a longtemps. La femme dont j'ai divorcé la semaine dernière était une étrangère qui portait juste son nom. C'est triste. Oui, ça l'est. Mais c'est aussi honnête. Et j'en ai marre de faire semblant. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, mais j'ai reconnu l'indicatif régional. Je suis sorti pour répondre. Tanné, c'est Elena Trenol. La mère de Zara. Ça devrait être intéressant. Bonjour, Elena. Je vous appelle au sujet de ma fille. Qu'y a-t-il à son sujet? Elle est au plus mal, Tanné. Elle ne mange pas, ne dort pas, ne prend pas soin d'elle. Ce divorce l'a détruit. Je suis désolé de l'entendre. Vraiment? Parce que de là où je suis, on dirait que vous vous réjouissez de son malheur. Je ne me réjouis de rien dans cette situation, Elena. Mais je ne suis pas responsable de l'état émotionnel de Zara. C'est elle qui a créé ce gâchis, pas moi. Elle a fait des erreurs, oui, mais rien qui ne puisse être pardonné. Pardonner, peut-être. Oublier, non. La confiance, une fois brisée, est presque impossible à reconstruire. Alors vous allez juste jeter 15 ans de mariage? Zara les a jetés quand elle m'a dit de divorcer. Je ne fais que nettoyer les débris. Il y a eu une longue pause. Elle dit que vous avez été cruel avec elle. J'ai été honnête avec elle. Parfois, ça semble cruel quand on est habitué à ce que les gens permettent nos mauvais comportements. Vous avez détruit sa carrière. J'ai dit la vérité à son patron sur ce qu'elle faisait. Il a pris sa propre décision sur la façon de gérer la situation. Vous avez retourné ses amis contre elle. J'ai partagé les faits sur ce qui s'est passé. Ses amis ont pris leur propre décision sur la façon de réagir. Vous l'avez isolé, humilié, laissé sans rien. Je l'ai tenu responsable de ses choix. Chose que vous n'avez apparemment jamais faite. La ligne est devenue silencieuse. Quand Elena a repris la parole, sa voix était froide. Vous le regretterez, Tanné. Quand vous serez vieux et seul, vous vous souviendrez que vous aviez une femme belle et intelligente qui vous aimait, et vous avez tout jeté par fierté. Peut-être. Mais je me souviendrai aussi que j'ai eu assez d'amour-propre pour partir quand cette femme belle et intelligente m'a dit qu'elle ne voulait plus être mariée. Elle ne le pensait pas, elle l'a dit. Dans mon monde, c'est la même chose. J'ai raccroché et je suis retourné au travail. L'appel d'Elena confirmait ce que je soupçonnais, Zara avait du mal à s'adapter aux conséquences de ses actes. Une partie de moi avait pitié d'elle, mais une plus grande partie se souvenait de toutes les nuits où j'étais resté éveillé à me demander ce que j'avais fait de mal. De toutes les conversations où elle m'avait fait sentir que j'étais fou de remarquer des problèmes dans notre mariage. De tous les mois de mensonges, de manque de respect et de manipulation émotionnelle. Elle avait fait son choix. Maintenant,
elle devait vivre avec. Tout comme je vivais avec le mien. Vers 18 heures, j'avais fini la transmission et rangé mes outils. Au moment de fermer l'atelier, j'ai remarqué une voiture familière garée de l'autre côté de la rue. La Tesla de Beck. Il est sorti alors que je me dirigeais vers mon camion, s'approchant avec précaution, comme s'il n'était pas sûr d'être le bienvenu. « Il faut qu'on parle », a-t-il dit. « Non, pas besoin. C'est à propos de Zara. Je me fiche de Zara. Elle n'est plus mon problème. Elle s'effondre, tannée. Elle s'effondre vraiment. Elle m'appelle constamment, se pointe au club, fait des scènes. Ça devient grave. On dirait que c'est ton problème maintenant. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Je n'ai jamais voulu être responsable de la rupture d'un mariage. Tu n'es pas responsable. Zara l'est. Elle a fait ses choix et maintenant elle doit vivre avec. Mais elle ne vit pas avec. Elle se noie dedans. Et elle essaie de m'entraîner avec elle. Je me suis arrêté et je l'ai regardée. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle est obsédée par l'idée que nous sommes faits pour être ensemble maintenant que tu divorces d'elle. Elle pense que toute cette histoire, c'était le destin qui nous réunissait. Elle n'accepte pas que je ne ressente pas la même chose. Alors dis-le lui. Je l'ai fait. Mais elle n'écoute pas. Elle n'arrête pas de dire qu'une fois le divorce finalisé, nous pourrons être ensemble ouvertement. Elle planifie un avenir auquel je n'ai jamais consenti. J'ai failli rire. Félicitations, Beck. Tu viens d'apprendre ce que j'ai compris il y a des mois. Zara voit ce qu'elle veut voir, entend ce qu'elle veut entendre, et croit ce qu'elle veut croire. La réalité n'est qu'un inconvénient à gérer. Qu'est-ce que je suis censé faire? Ce que tu veux. Elle n'est plus ma femme, souviens-toi? Ces illusions ne sont plus ma responsabilité. Mais tu la connais mieux que personne. Comment je lui fais comprendre? Tu ne peux pas. Zara n'accepte pas les choses qui contredisent son récit. Elle continuera à insister jusqu'à ce que tu cèdes ou que tu coupes les ponts complètement. Et si je coupe les ponts? Alors elle trouvera quelqu'un d'autre à blâmer pour ses problèmes. C'est ce qu'elle fait. Beck a passé une main dans ses cheveux, l'air désespéré. C'est de la folie. Tout ce que j'ai fait, c'est être amical avec une cliente. Non. Tout ce que tu as fait, c'est flirter avec une femme mariée et l'encourager à penser que l'herbe était plus verte ailleurs. Maintenant, tu découvres ce qui se passe quand cette femme devient disponible et s'attend à ce que tu tiennes toutes ses promesses implicites. Je ne lui ai jamais rien promis. Tu lui as promis de l'attention. Tu lui as promis de la validation. Tu lui as promis que quelqu'un la trouvait intéressante et désirable. Tu pensais qu'elle allait t'oublier ça une fois son mariage terminé. Beck m'a regardé comme si je venais de lui expliquer la physique quantique. Tu dis que c'est de ma faute? Je dis que les actions ont des conséquences. Tu as choisi de t'impliquer avec une femme mariée. Maintenant, tu dois gérer ce que cette implication a créé. Mais je n'ai jamais couché avec elle. Ça n'a pas d'importance. Tu lui as donné l'espoir qu'il y avait quelque chose de mieux que son mariage. Maintenant, elle s'attend à ce que tu concrétises cet espoir. Et si je ne peux pas? Alors tu apprendras ce que j'ai appris. Que Zara ne gère pas bien la déception. Et que parfois, la meilleure chose à faire pour toutes les personnes impliquées, c'est de s'en aller. Je suis monté dans mon camion et j'ai démarré le moteur. Beck est resté sur le parking, l'air perdu et confus. Dans mon rétroviseur, je l'ai vu remonter dans sa Tesla et partir. En rentrant chez moi, j'ai pensé à la conversation. Beck était sur le point de découvrir ce que je savais depuis des mois, que Zara était une experte pour rendre les autres responsables de son bonheur. Elle avait passé tout notre mariage à s'attendre à ce que je résolve ses problèmes, réponde à ses besoins et la fasse se sentir comblée. Quand j'avais échoué à répondre à ses attentes, elle était allée chercher quelqu'un d'autre pour remplir ce rôle. Maintenant, Beck apprenait qu'être le sauveur de Zara était un travail à plein temps, sans avantages sociaux ni plan de retraite. J'ai failli avoir pitié de lui. Failli.